Il y a plusieurs questions, bien sûr. La première, c'est la loi de Moore. Dans la loi de Moore, c'est une loi d'observation. On a constaté, depuis 1959, que la puissance des machines, que ce soit leur rapidité de calcul ou la capacité de stockage, double à intervalles réguliers, environ tous les 18 mois, tous les 2 ans, selon les époques. Ensuite, un certain nombre d'auteurs de science-fiction ont extrapolé. Ils se sont dit, si il y a une loi de ce type-là, qu'elle se poursuit, on va avoir une capacité de calcul des machines prodigieuse, tellement grande qu'elle sera plus grande que notre capacité. La fréquence de pulsation des processeurs sera plus grande que celle de notre cerveau. Et ils en déduisent à partir de ça que ces machines seront plus intelligentes, entre guillemets, que nous. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de mystérieux, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence. C'est pour ça qu'on a développé l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre ce qu'était l'intelligence. Alors, que les machines nous dépassent, c'est une réalité ancienne. Dès les premiers ordinateurs, ils étaient faits pour calculer mieux que nous. Ils calculaient mieux que nous. Donc, aujourd'hui, qu'elle continue à nous dépasser et que chaque fois qu'il y a une prouesse de la machine, on s'extasie, c'est un peu dans l'ordre des choses. On a vu l'an dernier, par exemple en 2016, un ordinateur qui l'a emporté sur le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs du monde au Go. Cette année, on a encore fait d'autres progrès avec le poker, et on va continuer à faire des progrès. Et ça, c'est formidable. C'est l'avancée de la technologie et de la science qui permettent de faire ces progrès. Et puis, à partir de ça, il y a des déclarations qui sont catastrophistes. C'est-à-dire qu'on vous explique que cette capacité des machines à nous dépasser sur certaines tâches spécifiques, en réalité, va aller beaucoup plus loin. On a raison, mais elle va tellement loin que les machines vont nous déposséder de tout et que tout d'un coup, elles vont avoir une volonté propre. Alors là, c'est un saut. Et je crois qu'il convient, c'est ce que j'ai essayé de faire, de remettre les choses au point et de bien distinguer des concepts qui sont d'ordre différent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une machine est meilleure que vous sur une tâche spécifique qu'elle va tout d'un coup devenir autonome au sens moral, c'est-à-dire qu'elle va avoir une volonté propre. Et c'est pas parce qu'elle est autonome au sens technologique qu'il y a ce saut du point de vue moral. Et donc c'est ça, je crois, qu'il convient d'expliquer. Alors pourquoi ces discours ont aujourd'hui autant d'écho? Parce que je crois qu'il y a une attente de la population de ce point de vue-là. Il y a à la fois une fascination pour la puissance de ces machines qui nous éblouit tous les jours, et en même temps, bien sûr, il y a une crainte, il y a une ambivalence, parce qu'on se dit, mais jusqu'où cela peut aller? Et bien sûr, on voit toutes les transformations sociales, les transformations politiques qui sont induites par ce développement des machines, qui ont trait, entre autres, à l'évolution des métiers, et donc avec cette crainte qu'il y ait une disparition du travail, et puis aux évolutions politiques, on fait que on a l'ensemble des données qui nous concernent, qui se diffusent sur le web, avec toutes les questions que cela peut poser. Et donc c'est effectivement un tout petit peu anxiogène. Mais bien sûr, de là à imaginer qu'une machine tout d'un coup va l'emporter sur nous, il y a très loin. Alors je vais citer peut-être 2 phénomènes sociaux qui sont tout à fait le reflet de cette inquiétude. C'est le succès d'un livre qui s'appelle Homo Deus, un énorme pavé, dans lequel un auteur qui est un historien très talentueux par ailleurs, mais qui fait une grande fresque de l'épopée humaine, où il dit, dans un premier temps, les hommes, soumis aux aléas de la nature, inventent des dieux pour essayer de comprendre, pour donner des explications à ce qui se produit. Et puis ensuite, le progrès de la science fait que ils vont remplacer cette croyance dans un être suprême extérieur à lui, à une croyance dans un être suprême qui est son reflet, qui est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'humanisme. Et puis ensuite, il dit, aujourd'hui, on a des machines qui nous dépassent. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'homme, c'est la machine.
Et il dit, ce sont ces machines entraînées sur des données. Donc ça conduit à une nouvelle religion, qui serait la religion des données, le dataïsme. Bien sûr, ça n'a aucun fondement, parce que pas plus qu'au XVIIe siècle, où on s'inquiétait du déterminisme, il y avait cette querelle du libre arbitre, et donc à l'époque, on disait, bon, est-ce que l'homme n'est qu'une machine, qu'une horloge, comme le disait Descartes, ou comme le disait plus tard Lamétrie, ou est-ce qu'il y a autre chose en l'homme, est-ce qu'il y a une place pour la liberté? Et aujourd'hui, c'est exactement la même question qui se pose. Et les progrès des neurosciences, qui sont fabuleux, mais laissent énormément de zones d'ombre, et on n'est pas capable d'anticiper l'ensemble des déterminations d'un individu plus qu'on l'était à cette époque. Et donc la liberté, à mon sens, elle reste tout à fait entière. Donc ça, c'est le premier exemple, avec ce succès de ce livre, donc qui est très discutable d'un point de vue philosophique, atteste de cette inquiétude, puisqu'il répond à une attente sociale. Et puis, un deuxième exemple, c'est le succès de cet événement très étrange. L'Arabie Saoudite accorde sa citoyenneté, entre guillemets, à un robot, Sophia. Alors, on a écouté la bande, je veux dire, ce sont des paroles tout à fait convenues, il n'y a rien d'extraordinaire, avec un vague mouvement du visage, donc il n'y a pas de prouesse technologique extraordinaire, et en même temps, cette bande que tout le monde regarde, avec cette chose très curieuse, cet événement, accorder la citoyenneté. Alors on peut bien sûr s'interroger au plan politique ce que ça veut dire, parce que pour moi j'avais l'idée que la citoyenneté c'était lié à l'appartenance à une république. Et là on a affaire à un royaume. Et ce ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets. Et on sait que, en plus de ça, c'est un royaume où il y a des inégalités extrêmement fortes entre les individus, et en particulier entre les hommes et les femmes. Et donc, ça n'a peut-être pas grand-chose. Ça veut simplement dire qu'elle va accepter de faire allégeance au roi. Et donc, c'est bien sûr ce qu'on attend de tout robot, qui fasse allégeance à l'homme en général. Je crois qu'il faut bien comprendre. Le terme robot, ça vient une pièce de Karel Čapek où on a des travailleurs artificiels. Et robot, ça vient du tchèque, en réalité des langues slaves, où rabota, ça veut dire travailler. Robot, c'est un petit travailleur artificiel. L'idée est plus ancienne, il existait des automates bien avant, mais c'est de l'ordre de l'imaginaire. Ensuite, quand on réalise, ce qui est important, c'est de prendre une notion qui a été introduite par Aristote, qui a été reformulée après. Aristote appelle ça une âme, mais c'est pas une âme au sens métaphysique, c'est une âme au sens matériel, dans son traité de l'âme. Ça a été repris ensuite, plus récemment, avec la notion d'agent, une entité qui agit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une entité matérielle, éventuellement virtuelle sur les réseaux, mais elle est matérielle, il y a quand même des logiciels. Et qu'est-ce qu'elle a? Cette entité qui agit, elle a, comme le dit Aristote, elle a d'abord des capteurs, ou pour nous, des organes des sens, une sensation. À partir de ces capteurs, il faut qu'elle construise une représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imaginer l'objet comme s'il était présent en son absence. Et cette étape qui va de la sensation à la représentation, ça s'appelle en termes psychologiques la perception. Il faut simuler la perception. Pour ça, on a besoin d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc les capteurs, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la physique. En revanche, la perception, c'est de l'intelligence artificielle. Puis ensuite, une fois qu'on arrive à décrire cet objet en l'absence de l'objet, on veut essayer de faire des déductions ou on veut tirer des conclusions, prendre des décisions. Pour ça, il faut faire un raisonnement, une pensée, et Aristote dit c'est un calcul sur les représentations. Et c'est effectivement ce qu'on simule en intelligence artificielle. Et puis une fois qu'on est arrivé à une décision, il faut mettre en œuvre cette décision pour agir. Et bien l'intelligence artificielle, elle se préoccupe donc de la perception, ensuite du raisonnement, c'est-à-dire du calcul sur la représentation, et puis ensuite de la mise en œuvre de l'action. Bien sûr, les effecteurs, eux, sont matériels. C'est pas de l'intelligence artificielle. Mais en revanche, les trois étapes que j'ai évoquées ici, c'est de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut faire très attention parce qu'il se peut bien sûr que les choses arrivent très vite. Parmi les mythes, justement, il y a le mythe d'Elon Musk qui est étonnant parce qu'il nous dit on va vous mettre des disques durs dans le cerveau, ce qui est formidable parce que vous allez pouvoir renforcer votre intelligence pour rivaliser avec l'intelligence artificielle.
Mais bien sûr, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que si jamais nous renforcions notre intelligence de cette façon-là, outre le fait bien sûr que c'est totalement irréaliste, mais si jamais nous faisions ça, ceux qui auraient du pouvoir, c'est ceux qui posséderaient ces disques durs, qui seraient capables de les mettre en œuvre et qui seraient capables d'ajouter ou d'enlever ce qu'ils veulent à l'intérieur de nos intelligences, donc qui nous soumettraient d'une façon beaucoup plus radicale que nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'humanité.